Bonjour à tous. Alors nous démarrons la dernière vidéo de cours de l'année, c'est-à-dire nous allons traiter du haut-parleur. Alors le haut-parleur, c'est un exemple très fréquemment étudié dans les sujets de concours, également qui est support de TP. Alors évidemment là cette année on ne pourra pas faire le TP, mais je vous donnerai, je pourrais vous donner évidemment l'énoncé du TP concernant le haut-parleur pour que vous regardiez un petit peu ce qu'on peut attendre de vous, sachant que ce TP en fait, au niveau manipulation, c'est pas trop difficile, c'est plus au niveau des calculs, on je vous donnerai avec un corrigé évidemment. Donc le haut-parleur, alors déjà voilà l'image du haut-parleur. On va essayer de schématiser ce que c'est. Donc, on va regarder un peu déjà les différents éléments et essayer de les schématiser ensuite. Donc, premier élément qui saute aux yeux, c'est la membrane. Bon. Donc, ce sera le système que l'on va étudier. C'est elle qui donc la membrane ici. Alors, cette membrane va être fixée en fait à les différents éléments. C'est le couplage. Comment va fonctionner le haut-parleur? Ça va être un couplage électromécanique entre les éléments électriques et les éléments mécaniques. Cette membrane va vibrer. Pourquoi? Parce qu'elle est déjà fixée. Si je commence à regarder d'abord les éléments mécaniques qui nous a sauté, elle va être fixée à ceci là qui est en jaune, qui va en fait la relier, l'attacher. Enfin, c'est une membrane souple qui va pouvoir osciller autour d'un conduit. Alors, si je représente, donc déjà vous avez cette vue de côté. Ce qu'on ne voit pas, c'est que vous avez un aimant comme ceci. Hop, comme ça. Alors, ça, j'essaye de faire une vue de profil. La même chose que le haut-parleur qui est ici. Donc ici, vous avez un pôle nord, deux pôles sud. Donc là, c'est vue de côté. Vue de dessus, si je les représente. Vue de dessus, en fait, vous avez un élément concentrique. Donc, hop, comme ça. Oh, c'est très mal fait, vous allez comprendre, pas de problème. Voilà. Donc, deuxièmement, un pôle nord, un pôle sud qui fait le tour de ce pôle nord, donc qui est à l'origine d'un champ magnétique B créé du nord au sud, un champ radial. B, donc un champ B statique permanent, nord au sud, comme ceci. Si je le représente ici, le champ B, là, dans cette direction. Donc en fait, on a un point, on a B qui s'écrit BER, porté par le vecteur radial ER. Bon, première chose. Ensuite, donc je reprends où j'étais arrivé. La membrane est fixée à cette membrane jaune là qui est en fait elle-même solidaire du bâti ici, de l'aimant. Et en fait, ça va se jouer comme s'il s'agissait de, on va modéliser ça en tout cas comme si c'était des ressorts. Comme ceci, qui vont accrocher là en membrane, et en fait, tel que on va pouvoir assimiler cette force de rappel. Donc là, c'est fixé. Cette force de rappel élastique, donc la membrane est là. La membrane est là. Cette force de rappel élastique, donc qui fait le tour, effectivement, en fait, elle va avoir une direction portée par l'axe vertical, ici que je vais représenter en bleu, l'axe EZ. Hop. Tout simplement prendre un connecteur, ce sera plus simple. Voilà. Ah, je peux le faire. Bon. Voilà l'axe Z. Ici, donc on va avoir un vecteur unitaire EZ, comme ça, porté par cet axe. Z, voilà. Et donc la force, finalement, la force de rappel élastique, F ressort sur la masse, donc la membrane, va s'écrire sous la forme moins K, L, moins L0, U ressort masse. Donc on va pouvoir même, d'ailleurs,
selon l'origine que l'on va mettre, si on positionne l'origine du repère au moment où la membrane est à où le ressort sont à leur longueur d'équilibre, on va pouvoir dire tout simplement qu'on a moins kz, EZ, comme ceci, donc ressort masse, ressort vers la masse, exactement, voilà, ressort rappelle acide, tout à fait, avec l'axe Z orienté comme ça. Pourquoi j'ai mis des parenthèses, ça ne servait à rien. Hop. Là. Et donc, la direction de chacun, en fait, la projection de la force est portée par l'axe Z. Pour ça, ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Je ne vais pas représenter l'élément le plus important, évidemment, qui va assurer le couplage. Peut-être, non, on va continuer une force de frottement. On va en prendre une quand même. Le frottement, l'élément mécanique. Donc, on va écrire ça de la forme moins alpha z point de z, c'est-à-dire une force de frottement que subit la membrane proportionnelle à sa vitesse. Donc ça ne vous choque pas, vous avez ça dans une force de frottement portée par la z, voilà. Par contre, ce qu'il faut assurer le couplage électromagnétique, il faut bien qu'il y ait justement des éléments électriques. Pour l'instant, ils n'apparaissent pas. Alors, où est-ce qu'ils sont? Ils sont fixés, ces éléments électriques. Donc la bobine, en fait, vous ne voyez pas, il aurait fallu qu'on dévioche son haut-parleur pour bien voir. Vous avez un fil enroulé ici, comme ça, qui est lié ensuite, hop, on va le mettre comme ça, qui est lié ensuite au reste du circuit. Voilà. Et ce fil-là donc est parcouru par un courant I. Alors si j'oriente comme ceci, donc là vous avez le champ, l'intensité, ça ne plus rien. L'intensité. Bon, il y a l'intensité qui vient vers vous. Si je fais un autre schéma à part, hop, comme ça, ici, comme ça, qui s'enfonce vers le fond et qui vient vers vous. Donc ça c'est un choix d'orientation. Voilà. Donc là, vous allez dire, étant donné que cette membrane est parcourue par un courant I, elle est à l'origine d'un champ magnétique propre. B propre. Mais on va pouvoir, au lieu de parler du B propre, on va parler du coefficient d'auto-inductance, L, associé à cette bobine. Donc on fera le calcul. Tout ça pour dire que eh bien, la membrane va être forcément soumise à une force de la place. Parce que elle est liée à un conducteur parcouru par un courant I plongé dans un champ B, en rouge là, statique. Donc on a l'intégrale de I L vectoriel B et IDL, pardon, et on expliquera ça tout à l'heure. Donc là, voilà les forces que la membrane va subir. Et maintenant, alors, qu'est-ce qu'on peut faire en plus? Eh bien, représenter le schéma électrique. Donc là, c'est le schéma mécanique du haut-parleur, avec les ressorts, etc. Maintenant, le schéma mécanique. Donc là, le schéma électrique, pardon. Schéma électrique. Voilà. Donc, vous avez évidemment une FM extérieure pour alimenter le haut-parleur. Je n'ai pas représenté sur le schéma là, mais vous avez donc un générateur qui est lié au fil ici. Vous allez considérer que les fils ont quand même une résistance, même si elle n'est pas très élevée, ils ont une résistance, R-fil. Vous allez considérer que la bobine, l'enroulement de fil, se comporte comme justement comme une bobine, de coefficient d'auto-inductance L. Et en plus, alors, vous allez avoir le champ, la FEM induite par le champ extérieur. Donc là, E induite ext. L'autre possibilité que vous avez, mais c'est pas, à mon sens, ce n'est pas la représentation la plus... Ah là là, la représentation la plus simple qu'on puisse faire, c'est de prendre un autre schéma où on met comme ça pour voir bien que vous voyez tout ce qui se passe. Donc la E extérieure, elle est là. La résistance. Le 1, on fait apparaître un E auto-induit.
Donc là, à ce moment-là, au lieu d'avoir, j'ai oublié de représenter le courant ici, au lieu d'avoir UL vu comme un récepteur, et bien ici vous avez le auto-induit avec moins des phi sur dt, moins des 2 phi induits, auto-induits sur dt. Et ici le E extérieur. Le E extérieur comme ceci. Donc ça, l'un ou l'autre, je préfère que vous représentiez plutôt le coefficient d'auto-inductance comme une bobine ici. Après, vous avez le droit de faire apparaître comme une FEM auto-induite, évidemment. Donc, vous avez ça. Et maintenant, on va obtenir, alors on commence par, peu importe, bah, si le coefficient peut être, comme on a déjà tout fait pour la mécanique, obtention de l'équation électrique, mécanique, pardon, obtention de l'équation mécanique, on a quasiment tout. Donc là, eh bien, on a toutes les forces qui sont représentées là. Alors le conducteur, on va dire qu'il a en fait le champ B est uniforme sur l'ensemble du conducteur. Je représente, le conducteur c'est le conducteur lié à la membrane, c'est le rose là ici, subit un champ magnétique uniforme dans l'entrefer, enfin dans cet élément concentrique ici. Donc on va avoir F Laplace, alors le système. Le système. La membrane de masse M. Masse petit m. Soumise donc à bilan des forces, on les a déjà écrites précédemment. Donc la force de Laplace. Allez là. La force de Laplace. La force de frottement fluide. La force de rappel élastique. Et en fait, ce que je n'ai pas mentionné, en fait, alors on va s'apercevoir que je peux l'écrire ici, le poids de la membrane et la réaction normale à l'équilibre, la réaction normale se compense. La réaction normale exercée par le support sur la membrane se compense. D'ailleurs même, c'est pas extrême, c'est pas forcément complètement se comporte, on va faire ça comme ça. De toute façon, on peut tout cacher dans une position d'équilibre, dans un ZEC, on va le cacher, mais voilà, on n'ira pas vous embêter avec ce genre de choses. Ce qui fait que lorsque vous projetez ce vecteur de la base, la base main avec choisi ER au θ au Z, nous obtenons donc M Z point égale moins K Z. Alors, on considère l'origine au niveau. En fait, c'est un Z moins ZEC, le grand Z. J'aurais dû l'écrire comme ça, la position d'équilibre, dont on n'a absolument pas besoin, est cachée. Donc ça ferait un changement de variable. Moins alpha Z moins. Ah, je n'ai pas exprimé correctement la force de Laplace. Je vais la faire juste à côté. Juste ici, on reprend. Donc ce qu'on a dit tout à l'heure, I, L, alors porté par quel vecteur? Le L. Le conducteur est porté par Eθ et le champ B par ER. Eθ. Vectoriel. Alors, non, d'ailleurs, moins Eθ, étant donné moins Eθ, pour avoir quelque chose. J'ai choisi volontairement alors d'orienter le courant inducteur. On va y revenir. Hop, je vous montre quand même pourquoi est-ce que c'était juste pour simplifier les produits vectoriels. J'ai orienté l'intensité ici comme ça. Donc on a un conducteur qui est, la longueur du conducteur sera L moins L de θ. Le θ, je rappelle, alors vous avez le ER ici, si je prends ceci, le θ comme ça,
et le Z, alors c'est le Z vers moins. Si je le fais en perspective, vous avez ER, θ comme ceci, et EZ comme ça. Et donc vous voyez bien que là, vu le choix effectué pour l'intensité, on a un conducteur qui est orienté selon moins Eθ. Donc nous avons l'expression ici, moins I L Eθ vectoriel BER, tout ça pour avoir I L B EZ. Donc que nous reprenons ici, donc plus I L B. Voilà. Et nous simplifions, donc on va le faire sur la page d'après directement. On obtient l'équation différentielle, on va l'appeler numéro 1, Z point plus alpha Z point sur M plus K sur M Z égale LB sur M. Je mets une petite remarque, encore une fois, grandeur mécanique couplée à une grandeur électrique. Méca, donc en l'occurrence Z, couplé à de T qui, elle, est une grandeur électrique. Donc on va pas découpler évidemment les équations pour pouvoir les résoudre. Donc maintenant, obtention de l'équation électrique. Alors, là, on va reprendre le schéma. Je vais le refaire très rapidement plutôt que de changer de page. Le schéma. Donc celui-ci, problème de verticalité. J'essaie de refaire ça correctement quand même. Oh là là. Là, hop, et la FEM extérieure, E créée par le champ extérieur. Là, c'est le générateur extérieur, la résistance, le coefficient d'auto-inductance. Donc loi des mailles, alors le E extérieur, en fait non, le O total, peut-être le mettre. Le E, si, je vais faire d'abord le extérieur. Le extérieur, donc c'est moins D de phi x sur dt. On fera après, on va faire directement, c'est donc moins D de l'intégrale de B scalaire dx sur dt. Alors maintenant, que vaut l'élément de surface? Donc, je vais reprendre le schéma avec de la bobine ici, un de fil, comme ça. Ici, vous avez donc un champ B, comme ceci. Pour que le produit scalaire soit non nul, il faut que vous ayez un vecteur. Alors, là, la bobine est en train de se déplacer sous l'action de la force de la place. Donc, elle va subir un déplacement. Donc là, je mets ceci, avec une flèche comme ça. La bobine ici fait coulisser autour de l'aimant. J'aurais dû représenter l'aimant comme ceci là. Elle peut coulisser autour de l'aimant. Elle n'est pas fixée, elle coulisse tout simplement autour. Donc là, c'est un champ, c'est rouge d'ailleurs, j'aurais peut-être pu le mettre en rouge pour montrer qu'il s'agit d'un pôle nord. Hop, mince. Il y a un pôle nord ici. Donc il faut trouver un élément de surface qui va, à travers lequel le champ B va passer. Il faut calculer donc le flux total de champ magnétique passant à travers la surface balayée par le mouvement de la bobine. Donc, eh bien, en fait, vous allez voir que le conducteur va balayer une surface d'air. Alors, si je prends l'air élément, si je prends un df, mince. Ici, on va avoir un dz. Mais en fait, la longueur du conducteur qui va se déplacer, alors c'est pas un dz d'ailleurs, va se déplacer de z, et la longueur du conducteur, longueur totale, L conducteur,
Donc ici, il faut déterminer l'air en fait du cylindre balayé, cet air-là, balayé par le mouvement de la bobine dans le champ. Le mouvement de la bobine dans le champ. Longueur du conducteur, eh bien, si vous avez N spire, chacune de rayon R, vous avez L de pi R, N, nombre de spire, et le rayon R étant celui-ci. Et maintenant, cette bobine donc va en plus se déplacer de Z. Donc la variation de flux par rapport au temps E extérieur va être égale à moins D de B. Alors on va appeler ça L. Non, justement, c'est L conducteur. L. Voilà, on l'a déjà appelé L, la longueur du conducteur de toute façon. Multiplié par Z. Z, c'est la hauteur à laquelle se situe à l'instant T le conducteur. Et on considère par exemple que le 0 est ici. Comme ça, c'est encore plus simple, Z. Et donc nous avons, on pourrait mettre Z plus ZX, effectivement, de toute façon, étant donné qu'on dérive par rapport au temps, la dérivée de ZX par rapport au temps est égale à 0. Donc ça nous donne ceci étant des constantes, moins B, L, Z point. On dit moins B, L, V, si on appelle la vitesse concession. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut laisser Z point. Il manque un ciment déjà ici. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Oui, on remarque, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Si vous avez choisi plutôt cette représentation-là, c'est-à-dire celle avec vous visualisez plutôt les deux FEM, la FEM induite, auto-induite et la FEM extérieure. Et E auto-induite. Ça va arriver au même, ça va revenir au même évidemment. Là, à ce moment-là, je l'écris juste, E total égale moins, non pardon, égale E auto-induite. C'est pour que ce soit bien clair pour tout le monde, plus E extra. Donc là, on a moins D de phi auto, de flux propre, pardon, donc on doit écrire flux propre, par temps, plus EX qu'on a déterminé précédemment, pardon, on l'a bien déterminé. Vous connaissez votre cours, moins D de LI sur le flux propre c'est L fois I, plus EX, et en fait on arrive exactement à la même expression que celle que je n'ai pas obtenue d'ailleurs, que je me suis contentée de l'exprimer EX. Il nous suffit de passer de l'autre côté. Et donc on arrive à la même chose. Donc hop, loi des mailles. Peu importe le circuit que vous utilisez. Hein. Loi des mailles dans le circuit. Alors celui-là, je vais l'appeler le circuit B et l'autre le A. Donc si je le fais dans le A, hop, donc on a E extérieur, ou générateur, égale RI plus EX plus L VDI sur VT. Autrement dit, RI moins BL Z plus L VDI sur VT. Et là, on s'aperçoit, encore une fois, que, comme précédemment, les grandeurs électriques et mécaniques sont couplées. Donc là, maintenant, on a la deuxième équation. Je vais écrire la première en dessous, comme ça, on va pouvoir eh bien, les comparer. Alors, même chose, non, je ne vais pas réécrire. On va pouvoir passer directement, une chose que je n'ai pas dite, c'est que, ça vous le savez évidemment, dans le cas d'un haut-parleur, les courants utilisés, étant donné que vous voulez des fréquences, vous avez des signaux sinusoïdaux. Donc ça va simplifier énormément sinusoïdaux. Ouais, simplifier énormément les équations. Donc ça veut dire que I de T, je peux s'écrire IM
cos oméga t. Donc en complexe, I égale IM EJ oméga t. Et la réponse, comme dans l'équation que j'ai numérotée 1, la source, enfin l'excitation c'est l'intensité, la réponse c'est la position, et bien on va avoir une position qui va être d'amplitude Zm, deux pulsations est identique à celle de l'excitation, et un déphasage. Donc, oh là là, je peux mettre. Donc, E, c'est J oméga t plus phi. Ça, c'est, je précise, le déphasage de la réponse par rapport à l'excitation. Par rapport à l'excitation étant l'intensité d'excitation. Voilà, donc maintenant, on va pouvoir résoudre ces équations différentielles en complexe, en RSF. Donc, en RSF, en régime sinusoïdal forcé. Que devient la première équation, l'équation mécanique que vous avez sous les yeux? Dérivée en complexe revient à multiplier par J oméga. On doit dériver deux fois la position pour avoir l'excitation, donc on multiplie par J oméga au carré, donc moins oméga 2, plus J oméga alpha sur M, plus, alors j'aurais pu d'ailleurs, je vais le faire tout de suite, non même pas, on va écrire K sur M, on va laisser K sur M, non on va plus loin. On pourrait le poser égal à oméga 0 carré, ça on pourrait l'appeler lambda, parce que c'est nécessaire, oui, on peut l'appeler lambda. Voilà, et donc on avait également Z, pour moi, I, L, B sur M. Donc là, première équation différentielle qui se transforme en fait, qui se transforme en équation, mais plus l'équation différentielle. Pour la deuxième équation, on peut mettre 1', 2', la deuxième, l'excitation est en sinusoïdale, vous avez donc J. Alors on a dit qu'on avait plus qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Parce que je vérifie que je n'ai pas fait de bêtises avec les signes, parce que c'est quand même très très beau. Est-ce que j'ai bien écrit ça? Moins BLV, c'est bon. L'extérieur. Le total. Ah! Évidemment. Évidemment, c'est moi qui ai fait une bêtise ici. Oh là là. Hop. Je reprends. Les générateurs. On prend les points en convention générateur là. La flèche est bien faite en plus, que ce soit dans le circuit A ou dans le circuit B. C'est pour ça que je me dis, oh là, il y a un problème. Eh bien, vous les prenez ici. Le X, ici. Donc là, si je passe de l'autre côté, ça nous donne un signe plus. Erreur de calcul qui va nous embêter pour la suite. Là, ce sont les, dans la haut des mailles, convention générateur. Ceux-ci, je les ai utilisés en convention générateur. Appliqués en convention générateur, tandis que les autres sont en convention récepteur. Là, il y a une incohérence complète qui fait que, en pensant aux signes, on allait avoir un problème. Donc, je réécris maintenant, donc moins les équations. On va tout réécrire, ce serait plus simple. Les avoir sous les yeux, et partir sur les bassines. Donc, on avait E moins B L Z point égale RI plus L P2I sur D2. Donc ça c'était normal. Devient en renotation complexe E moins J oméga B L Z égale R I plus J L oméga I
mettre un facteur. Qu'est-ce que... Oui. On va exprimer, donc E égale simplement J oméga B L Z plus I facteur de R J oméga. Comme ceci. Donc là, la deuxième équation, celle-ci, je l'appelle 2'. Je vais souligner. Voilà. Donc là, maintenant, on a les équations. Mince, il manque un petit trait ici. Il y a un truc qu'on a en complexe. Donc vous avez deux équations. Alors maintenant, on peut imaginer, selon les exercices, que vous ayez, qu'on vous donne deux fonctions de transfert, l'équivalent des fonctions de transfert qu'on a vu en filtrage. Donc ça c'est, il y en a une qui est très courante, fonction de transfert, entre guillemets, possible. On peut vous donner dans un énoncé. Donc là c'est vraiment un exercice que je fais en fait dans le cours. On peut vous donner une fonction de transfert T qui vous donne le rapport de la vitesse de la membrane sur l'énergie, enfin la FM délivrée par le générateur extérieur, ou bien autre fonction de transfert qui est possible, c'est la fonction de transfert de la position sur, là encore, le FM délivré par le circuit extérieur. Donc ça, ce serait ce qu'on peut vous donner comme fonction de transfert. Autre grandeur qu'on peut vous demander de déterminer, et c'est ce qu'on va faire là, ça va être l'impédance du haut-parleur. Alors, l'impédance, et ça pour le coup, ça va être, ça c'est très très fréquent, et c'est là pour le coup, il n'y a pas d'ambiguïté. L'impédance du haut-parleur, donc ZHP, par définition, c'est la tension délivrée par le générateur, la tension de borne du haut-parleur, sur l'intensité qui le traverse. Donc là, E sur I. E sur I, on s'aperçoit qu'il va falloir découpler les équations 2' et 1'. Comment est-ce qu'on va faire? On a, grâce à l'équation 1', on peut isoler et dire que Z, c'est ILB, donc ILB sur M, divisé par moins oméga 2 plus J oméga lambda plus oméga 0 carré. On peut dire ça, que l'on peut mettre sous cette forme. Est-ce que c'est malin? On peut laisser ça comme ça, oui. Et réinjecter ici, réinjecter dans cette équation, dans la deuxième, dans 2'. On a donc E est égal à J oméga B L sur M. Pardon. Je vais mettre le M là, je vais le mettre pour des raisons de visibilité. Divisé par oméga 0 carré moins oméga 2 plus J oméga lambda. Il faut que je les mette au-dessus. Le ZJ oméga BL, c'est bon, je vais mettre un facteur oui. Donc plus I, R plus J oméga. Ah, il a oublié lui. Je mettrai en fait plus R plus J oméga par 2. Donc voilà ce qu'on obtient. Et alors là, je vais bien écrire, on peut identifier deux termes. Un terme au sein, donc là, pardon, je termine, hein, donc le ZHP, faisons le rapport des deux, nous donne donc R plus J oméga plus J oméga B2 L2 sur M. Donc j'aurais pas dû écrire lambda et c'est pas grave, je vais réécrire.
Donc on va écrire l'expression K sur M moins oméga carré J oméga alpha sur M. Je vais écrire tout comme ceci. Voilà, en fait, c'était pas une bonne idée de faire intervenir lambda et oméga 0. Pour le moment, enfin, on peut laisser ça comme ça. Là, ce qu'on identifie, c'est comme si on avait ça. En fait, vous auriez appelé ça l'impédance électrique du montage. Et donc ça, on va pouvoir identifier, enfin, c'est un peu mal dit, mais on va appeler ça l'impédance motionnelle du haut-parleur. L'impédance motionnelle fait intervenir des grandeurs électriques, des grandeurs, non pardon, pas des grandeurs justement mécaniques, fait intervenir des grandeurs mécaniques dans une grandeur, par définition, une impédance, c'est une grandeur électrique. Donc fait intervenir des grandeurs méca dans une grandeur électrique. Mais alors, on va pouvoir maintenant travailler encore plus sur cette impédance motionnelle. Hop, Z motionnelle, je la réécris. Maintenant, on l'a identifiée. Donc elle s'écrit. Pardon. Je vais pas l'écrire comme ça. Si, c'est ça, c'était bien écrit. J oméga. Donc on a dit que c'était l'expression. J oméga B2 L2 sur M sur moins oméga 2 plus K sur M plus alpha sur M, enfin j'aurais dû mettre le G oméga G. Voilà. Donc là, voilà l'expression. Et maintenant, on va pouvoir identifier cette impédance motionnelle encore, voilà, tout divisé par ceci, par le numérateur. Donc le numérateur, on va avoir 1 divisé. Donc je divise tout par B2, L2, oméga sur M. Alors, ça nous donne. Est-ce que c'est malin de faire ça? Oui. Donc je divise tout par J oméga B2 L2 sur M. Ça nous donne pour le premier terme ici J oméga sur M, on divise. Il reste juste alpha sur B2 L2. Alpha sur B2 L2. Au terme là, je divise par ça. Ensuite, je divise K sur M par J oméga B2 L2 sur M. Donc il nous reste plus K sur J oméga B2 L2. Et je divise donc moins oméga 2 qui est par exactement le même par le dénominateur également. Donc ce qui nous donne J, étant donné que ici il a le moins, c'est du J au carré, simplement, donc ça nous divise par J oméga M sur B2 L2. Pas d'erreur. Oui, je vais dire ça comme ça. Oui. Et là maintenant, donc on s'aperçoit, on identifie ceci. C'est ce qui est fait souvent à l'exercice. C'est pour ça que vous dites, oh là, qu'est-ce qu'elle fait, On peut reconnaître, tout se passe comme si vous aviez une admittance motionnelle là. 1 sur Y motionnel avec 3 termes en série. Et puis si je poursuis, ou YM, l'admittance motionnelle, donc l'admittance motionnelle associée au parleur, la partie mécanique, c'est comme si vous aviez, alors, regardons bien, cette partie-là, c'est purement réel, ce serait un YR, un YR motionnel, je ne vais pas écrire, un YR, oui. Ici, c'est comme si on avait l'admittance, l'admittance associée à l'admittance associée à quelle grandeur? Là, vous avez du 1 sur J oméga. Ce serait, vous savez que les analogies, l'admittance associée à un condensateur, c'est de la forme 1 sur JC oméga. Donc ici, vous avez un Y
condensateur. Et ici, pardon, j'ai fait l'inverse. Justement, c'est l'inverse, c'est une bobine ici. Une bobine, parce qu'on parle d'admittance. 1 sur G oméga, ici, et ce terme-ci, ce serait donc une admittance associée à un condensateur. Voilà. Donc maintenant, nous avons tout simplement, on peut voir ça, on peut voir l'admittance associée à ce haut-parleur, pardon, comme la somme de 3 admittances. Et en fait, voir le circuit comme si vous aviez, alors je vais mettre des RM, hop, on va tout confondre, ici. Et le circuit équivalent, entre guillemets équivalent, pour la résistance fonctionnelle, vous allez avoir la résistance normale, la vraie résistance mécanique, l'inductance mécanique, et tout se passe comme si vous aviez une résistance RM en parallèle avec un condensateur de capacité CM et une bobine d'inductance propre LM en parallèle. Et donc en fait on a donc le ZM, vraiment pour conclure, le Z notionnel, on peut le voir comme 1 sur RM plus 1 sur JLM oméga plus JC oméga M plus 1 sur JCM oméga. Donc là, YR, YL, M ou YCM. Alors, on va terminer sur un petit point important. À quelles conditions, et c'était la question du TP qu'on aurait fait si on n'avait pas été un petit peu embêté, à quelles conditions a-t-on Z motionnel, le module de Z motionnel extrémal, max. Alors, ici, eh bien, on s'aperçoit, on va faire le calcul, Z émotionnel, donc le module 1 sur racine carrée de 1 sur Rn au carré plus. Alors, le point module, donc le J est ici, c'est-à-dire Cm oméga moins 1 sur Lm oméga au carré. Et là, on s'aperçoit qu'en fait, ça va pas être nécessaire de dériver. Pourquoi? Parce que vous avez le Zm qui s'écrit sous la forme 1 sur racine carrée de 1 carré, enfin de A au carré, plus, on va écrire B de oméga au carré. Donc quand vous avez une fonction de ce type-là, là, ne vous embêtez pas à tout dériver. Vous avez un carré, et donc vous pouvez dire, quand est-ce que Zm est max? Lorsque le dénominateur est max, et autrement dit, lorsque B de oméga, le carré, est égal à 0. Lorsque, il faut que vous rédigiez tout ça quand même, mais son dénominateur. Donc vous avez une forme une expression de cette forme-là, sinon vous êtes obligé de dériver évidemment. Donc là je vais écrire, c'est-à-dire ici uniquement parce que vous avez une somme de carrés, lorsque B de oméga égale 0, parce que vous avez un carré. Mais sinon, j'insiste, vous devez dériver l'expression. Si vous avez une fonction de oméga ici, si vous avez du oméga au numérateur, vous n'avez pas le droit de faire ce que je suis en train de faire, forcément. Donc tout ça pour arriver au fait qu'en fait, l'oméga résonance, en fait, on va avoir une impédance motionnelle maximale lorsque oméga va être égal à 1 sur LC, oméga résonance, oméga R égale 1 sur racine de LC,
CM. Et donc on trouve une expression commune à celle que l'on a déjà retenue, mais pour des composants électriques. On va exprimer, alors je n'ai pas fait, j'aurais dû le faire, exprimer directement les expressions de LM et CM. C'est pas grave, on va le refaire, on va le regarder ici, on va les regarder, on va les identifier. Ici, on identifie, je le fais en vert. De là, on identifie l'inductance motionnelle L est égale à B2L2 sur K, B2L2 sur K. Donc on revient quand même avec la notion que la capacité, l'inductance est liée à la force de rappel élastique, à la constante de raideur. Et d'ici, on peut sortir la capacité motionnelle Cm par l'analogie, ça nous donne M sur B2L2. Voilà. Et donc de ces deux termes, on vient de voir, on va pouvoir obtenir donc oméga résonance, qui est donc égal à 1 sur Ln Cm, égal à K sur B2 L2 fois B2 L2 sur M, pardon, il manque un carré ici, et tout simplement égal à K sur M. Et alors ça c'est assez remarquable, c'est que la pulsation de résonance du dispositif associé donc à la maximisation de l'impédance motionnelle du dispositif est telle que l'oméga R ne dépend que des caractéristiques mais purement mécaniques du dispositif. Donc le carré qui est ici. Donc ça, c'était vraiment ce qu'on aurait fait, si je vous donnerai le TP évidemment avec une corrigée, mais ce qu'on aurait fait si on avait fait le TP. Revenir aux caractéristiques mécaniques du haut-parleur. La masse de la membrane, donc ça on peut la déterminer, et la constante de raideur associée à la membrane jaune qu'on a vue sur la photo qui fixe la membrane vraiment qui vibre au bâti. Voilà, donc cet exercice est assez long, assez technique, mais en fait, vous ne pouvez pas être lâché complètement devant ce genre d'exercice, on vous guidera, mais je pense que c'est important que vous ayez déjà entendu parler d'impédance motionnelle, que vous ayez déjà identifié, comme on l'a fait ici, les termes, que vous ayez fait l'analogie avec un dispositif, donc là je peux encore insister là-dessus, hein. Ici, en parallèle, on peut associer, c'est ça le Z motionnel, il est là, le Z motionnel est ici. Donc, et le Z mécanique, pardon, le Z électrique est ici. Donc voilà la schématisation d'un haut-parleur en fait. Le Z élec, un haut-parleur peut se représenter sous cette forme-là. Maintenant, vous pourrez rencontrer ça comme point de départ d'un exercice. Donc, je vous laisse retravailler ça. Ce qui est important, c'est les deux bilans, les deux équations mécaniques et électriques qui sont couplées en RSF. Voilà, ça fait appel à pas mal de choses anciennes, de l'électricité, repérer les admittances, etc. Donc beaucoup de révisions et en même temps ce dernier schéma bilan qui représente un haut-parleur de façon électrique. Alors que ces éléments-là, j'insiste, ne sont que des éléments mécaniques qui font intervenir K, M, alpha, etc. Bon, je vous laisse retravailler ça, bon courage et à plus tard.